Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour parler de cet item là, le booster scellé. Aujourd'hui la norme c'est d'investir sur des ETB principalement, mais selon moi c'est un item qui peut être très intéressant. Donc déjà ça peut être intéressant pour avoir un accès au vintage, parce qu'aujourd'hui si on parle sur des items type display, ETB, si on va avant épée et bouclier ça peut être vite très cher. Soleil et lune, on peut encore s'y retrouver niveau pour les budgets moyens, ou bien moyens, ça dépend ce qu'on appelle moyen, mais pour une centaine d'euros, on peut encore trouver des choses en booster solo, justement sur du soleil et lune, ou bien même avant, si on arrive à faire une bonne affaire. Ensuite, la liquidité. Bon, ici on est là pour parler d'investissement, donc le but, ça va être à terme de revendre. Donc c'est important au moment de l'achat de déjà définir qui sera notre clientèle type. Donc en fait, si j'ai mis la liquidité, c'est parce que moins un bien est cher, plus ça va être facile par la suite de le revendre. Et puis au niveau de la fiscalité aussi, si vous n'avez pas forcément envie de passer en entreprise ou en société, bah, ça va être plus simple de revendre des items qui seront moins chers. Il y a aussi un autre aspect que j'ai pas pensé à mettre sur la slide, mais là où ça peut être intéressant, c'est qu'en fait il n'y a pas de prix d'entrée comme sur l'ETB. Disons qu'une ETB, même si on est sur du retail, on va au moins être à 55 € pour rentrer en investissement. Pour les budgets qui sont plus bas, un booster ça peut être très bien, parce qu'un booster ça peut être 7 €. Alors, du coup, comme je l'ai dit plus tôt, selon moi c'est un item qui est assez sous-estimé, dans le sens où plus on avance dans le temps, plus il va prendre en rareté. Et c'est pas forcément un item qu'on va collectionner. Ça se fait de plus en plus, bien entendu. Mais je veux dire, une ETB, un crack d'ETB, ça devient de plus en plus rare. Les gens achètent pas des ETB pour ouvrir, ils les achètent pour revendre. Alors qu'un booster sera plus prompt à être ouvert. Ensuite, plus dans la partie comment. Il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a du loose et des blisters. Donc ce qu'on appelle un booster loose, c'est un booster qui n'aura pas de protection. Et la crainte qu'il y a de plus en plus, surtout sur les vieilles séries qui commencent à côté, c'est d'avoir des items qui sont recollés, ou bien pesés, triés, et où on est sûr de ne pas avoir de hit dedans. Donc ça peut faire baisser la valeur. Alors que lorsqu'on a une protection en plastique, ce qu'on appelle un blister, bah le blister en fait il va permettre de protéger. C'est-à-dire on ne peut pas ouvrir un blister puis le receller. C'est pas possible. Donc en général on a un rapport x2 entre le booster qui sort de display, qui vaudra 2 fois moins en général que le booster qui aura été protégé sous blister. Ça se vérifie par exemple sur l'exemple que j'ai mis ici. Donc niveau date on est à 2 semaines près, donc c'est à peu près les mêmes. Ou pour la série Tempête Céleste, donc j'ai eu une vente validée à 85. Enfin je dis c'est pas mes ventes à moi, je les ai trouvées sur eBay. Mais on a une vente validée à 85 pour le booster en loose et 161 pour justement le blister, la version blister. Et donc on peut voir quand même que le booster a un gros potentiel de croissance, hein, parce que là sur Tempête Céleste, bon on est sur l'illustration Rayquaza qui est un des Pokémon les plus populaires en global. Hein. On est sur une série qui est sortie en 2018, donc il y a 7 ans. Et on est déjà sur du 161 €. Donc, attendez, je sors ma calculatrice. Donc le prix d'achat de base c'est 6-7 €, donc on est quand même sur du x26 en 7 ans. Donc en termes de rapport, c'est à peu près la même chose que l'ETB, juste à titre indicatif. Alors que les ETB à l'ancienne étaient moins scalpés que ça peut l'être aujourd'hui. Donc il y avait plus d'ETB ouvertes. Alors sur la partie comment, on a ce qu'on appelle des art sets. Donc par exemple là, on va avoir un art set. Bon ça c'est de la série Ultra Prism, je sais pas si on les voit bien. Bref. Donc un art set c'est l'ensemble des arts qu'on va trouver sur les boosters. Un art c'est une illustration. Donc ça peut être intéressant de collectionner en art set, parce que sur des séries qui vont se faire plutôt rares, donc des anciens boosters qui sont durs à trouver, il va y avoir une valorisation, parce qu'un art set va être collectionné. Quand on va collectionner une série, on va dire, si on achète des boosters, je veux l'art set pour avoir l'ensemble. C'est comme une manière de compléter la collection. Donc faut réfléchir à combien de temps on va garder sa collection.
avant de la revendre. Dans la mesure où si on est sur du court à moyen terme, plutôt privilégier les arts, donc les illustrations qui seront les plus belles et avec les Pokémon les plus intéressants. Par exemple là, ça serait Giratina. C'est beaucoup plus intéressant de se positionner sur un Giratina parce qu'on sait que c'est un Pokémon populaire et donc le prix du booster va augmenter. En revanche, si on a vraiment l'intention de garder ça pendant des années, bah avoir au moins un art set de côté, ça peut être intéressant dans la mesure où si on veut revendre, une personne, elle va galérer à trouver des offres et du coup, là, on propose à l'acheteur tous les boosters d'un coup. Et dans cette mesure-là, ça peut être intéressant. On va parler un peu de la valeur potentielle des boosters. Donc là, je vous ai mis sur l'illustration parce que j'en ai pas encore fait grader moi-même. Mais il faut savoir qu'un booster, il peut être gradé. Donc quand on fait grader un booster, on certifie son authenticité. Donc qu'il n'a pas été recellé ou autre. Et également son état. Donc là par exemple on voit qu'il y a la note de 8, donc ce qui est pas dingue pour un booster qui est assez récent quand même, destiné occulte, c'est pas si vieux que ça. Donc le grading ça peut être intéressant hein, pour justement revaloriser des boosters en loose. Donc on va les vendre plus en tant que objet de collection en lui-même. On va pas casser la boîte pour ouvrir en général, hein. C'est pas très logique de faire ça. Sauf si c'est vraiment sur un item introuvable et où on trouve juste une gradation qui permet de certifier que ça n'a pas été recellé. Mais en général, c'est plus pour collectionner l'item en tant que tel. Et dans ce cas-là, ça peut effectivement prendre de la valeur. Pour du loose, ça peut être une revalorisation. Bon là, par exemple, on est sur du collectorat, donc c'est pas forcément la société la plus fiable. Je crois... de toute façon, je ferai une vidéo, je pense, sur la gradation booster. Mais je crois que PSA aussi certifie des boosters. Cependant, je ne sais pas si elle le fait pour tous les blocs. Bref, c'est un objet de collection qui est assez original. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, tout comme des personnes vont collectionner des ETB juste pour leur valeur esthétique pour l'objet, ça peut aussi bien être le cas sur du booster. En fait, aujourd'hui, un booster peut être collectionné en tant que tel, et l'art peut se suffire à lui-même comme on apprécierait l'art qu'il y a sur une carte. Ça peut être le cas sur un booster. Et très important, comme j'ai dit, plutôt le choix de l'illustration. Ça, c'est très important. Si vous êtes en magasin, sur du retail, il ne faut pas hésiter à demander au vendeur « Oui, mettez-moi plutôt ces illustrations-là ou plutôt ces illustrations-là ». Après, le souci qu'on rencontre de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui, on passe sur ce type d'item. Donc, voilà. C'est un blister, mais un blister carton. Donc je ferai une vidéo là-dessus, mais le souci c'est que là en fait on a un Dracofeu sur le blister, mais on ne sait pas du tout le Pokémon qu'on aura dedans. Alors maintenant qu'on a défini un peu la valeur que peut prendre un booster et en quoi ça peut être un objet de collection super intéressant, on va définir ensemble comment choisir la série, parce que parmi toutes les séries, faut pas acheter un booster au hasard, c'est débile de faire ça. À terme, je pense que tout objet scellé Pokémon va prendre de la valeur. Et c'est ce que nous montre en tout cas le passé. Pour le moment, c'est comme ça. Après, on n'est pas à l'abri qu'un jour ça change. Mais on peut avoir un item qui va prendre plus 20% en 5 ans, comme un qui fait plus 300, plus 500. Donc le but, c'est de choisir au mieux. Donc dans un premier temps, ce qu'on va regarder, c'est les chase cards. Les chase cards, c'est quoi? C'est les cartes les plus recherchées et les plus chères de la série. Donc le but, c'est d'estimer la valeur des chase cards. Par exemple, récemment, on a la série justement Flamme Fantasmagorique qui est sortie, qui est une série selon moi qui est plutôt moyenne. On n'a pas énormément de grosses cartes, mais on a une énorme chase card qui est le Dracofeu alternative, qui elle, on sait qu'elle va pouvoir porter la série parce que ça va être une carte emblématique. Et que s'il y a des personnes qui arrivent dans 5-10 ans, bah le Graal, ça va être sortir cette carte de booster. Donc rien que cette carte, par exemple, peut porter une série. Ensuite, le pull rate. Donc le pull rate, ça va être les taux de drop. En général, c'est pas communiqué par Pokémon Company directement, mais on peut retrouver assez facilement aujourd'hui sur Internet, à la sortie d'une série, on a les taux. Je sais par exemple de tête,
Sur Mega Evolution 1, on est à une X toutes les 5 boosters. On est à une Full Art tous les 10 boosters, je crois. Enfin voilà, en tout cas, il faut se renseigner pour voir justement si c'est une série qui a frustré à l'ouverture ou bien qui au contraire a permis d'avoir des bonnes cartes, où on a des bons souvenirs. Par exemple, c'est le cas pour Zénith Suprême. On sait que Zénith Suprême, c'est une des séries qui a été les plus plaisantes à ouvrir pour la communauté. Et du coup, naturellement, quand on va vouloir, dans 1 ou 2 ans, s'ouvrir du épée bouclier, on va pas aller chercher du point de fusion, du évolution céleste pour ouvrir. À part si vraiment on est très très ambitieux, et là c'est le casino. Alors que sur du Zénith Suprême, on va se dire, ok, on va pas avoir une énorme carte, mais on est quasiment certain, si on ouvre un certain nombre de boosters, d'avoir un hit. Donc on a pu observer par le passé qu'il y avait une raréfication naturelle qui se faisait, logiquement. À partir du moment où on n'a plus de reprint, donc de réimpression d'anciennes séries, le nombre d'items global sur le marché va petit à petit baisser. Et du coup, ça va créer une raréfication de l'item. Et cette raréfication, elle va justement créer de la valeur. C'est pas le seul facteur de valeur, faut bien le prendre en compte. Il y a aussi la désirabilité qui est très important. Par exemple, aujourd'hui, en termes d'offres sur le marché, on aura moins d'offres couronne stellaire que d'offres sur une série comme 151. Pourtant, 151 va être beaucoup plus cher. Parce que justement, il y a plus de désirabilité. Enfin bref, voilà. En gros, l'ancienneté à prendre en compte, mais c'est pas la seule chose à prendre en compte. Avec l'ancienneté, du coup, va la disponibilité. Donc, il faut voir déjà le nombre d'items qu'on peut retrouver, si c'est facile à retrouver, si sur eBay et Vinted, on a un tas d'offres, ou si au contraire, on est obligé de passer par des plateformes plus confidentielles, comme CGC par exemple. Ensuite, il faut prendre en compte l'aspect iconique de la série. Donc, comment est-ce que cette série, elle a pu marquer l'histoire de Pokémon. L'exemple le plus évident, par exemple, la série 7 de base, édition 1, c'est la toute première, donc forcément elle est iconique et forcément elle va être recherchée. C'est le plus évident, mais il est parfait en soi. Parce qu'on a des chase cards, surtout une qui est vraiment iconique, un pull rate qui est assez bon si on compare à aujourd'hui, de l'ancienneté, vu que c'est la première, c'est la plus ancienne. La disponibilité, on en a quand même pas mal sur cette série et ça explique, hein, selon moi aussi, qu'un booster set de base, ça va pas être aussi cher qu'un booster Néo parce qu'on a beaucoup plus de stock aujourd'hui et de disponibilité sur du set de base. Par contre, l'aspect iconique fait grimper le prix de la série. Ensuite, il y a le prix. Avant d'acheter un item, il faut avoir une stratégie. Il faut bien définir clairement sa stratégie. On peut mixer les investissements, on n'est pas obligé que d'investir sur un type de produit. Mais il faut bien définir si on va rechercher du vintage, des gros items du coup, qui vont coûter cher et on en aura peu, mais qui vont être rares et on sait qu'il n'y aura pas autant d'offres disponibles que sur du écarlate et violet ou sur du épée et bouclier. Ou bien, au contraire, on peut partir sur quelque chose, même au prix retail, ça peut être très très intéressant d'investir sur du retail. C'est ce que je conseillerais à des personnes qui s'y connaissent pas trop, qui commencent. Investir sur du retail, il y a très peu de chances à terme de perdre de l'argent. Il peut y avoir des baisses, bien entendu. Il y a toujours des périodes de creux et des périodes où c'est un peu plus prolifique sur Pokémon. Mais le risque est moindre, disons. Disons que si on est à 6-7 € le booster, on prend beaucoup moins de risques que si on va mettre 1000 € ou plus sur un item, quoi. Donc ensuite, on va parler du paradoxe du scellé. Et selon moi, c'est très important de s'en rendre compte. J'ai déjà entendu des discours de youtubeurs qui ne comprenaient pas trop cette décorrélation entre le prix des chase cards et des cartes contenues et les boosters. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre, comme j'ai dit plus tôt, que le booster, c'est un objet de collection en lui-même. Et qu'il y a des boosters qu'on ne va pas ouvrir. Il y a des boosters, à aucun moment, ils vont être achetés pour être ouverts. Ou bien, les personnes qui vont les ouvrir, ça va vraiment être des gros youtubeurs, des stars, ça va être un peu des caprices de riches, entre guillemets. J'ai pris l'exemple
de la série Diamant et Perle Duel au sommet. Je trouvais ça assez parlant. Donc c'est une série que j'aime beaucoup, qui est assez vieille maintenant, où justement sur les boosters on va être sur des boosters assez chers. Donc sur le booster en loose, on va être à 400 € le booster en loose. Donc pas sous blister, 400 € le booster tout seul, en loose. Sortie de display ou bien sortie de coffret ou d'un autre item. Et donc dans cette série, la carte la plus chère de ce que j'ai vu aux dernières nouvelles, c'est le Pingoléon niveau X, qui est aujourd'hui à 400 € en Near Mint. Alors faut savoir que sur ces séries-là, on avait environ une chance sur 36 d'avoir un niveau X. Et qu'on avait 3 niveaux X dans cette série-là. Donc c'est assez facile, niveau calcul. En ouvrant un booster, on a une chance sur 108 de tomber sur ce Pingoléon. Donc en soi, si on devait ouvrir en termes de booster, on sera à 43 200 €. 43 200 € pour chercher une carte qui coûte 400 €. Et c'est là où il y a le paradoxe du scellé. C'est que le scellé aujourd'hui c'est une valeur en lui-même et que c'est pas la valeur contenue qui va définir le prix du scellé. C'est l'exemple parfait ici parce que autant sur des séries du bloc X on peut se dire oui mais si on a la chase card en PSA 10 ça peut justifier le prix du scellé. Le bloc Diamant et Perle selon moi il démontre bien ce paradoxe. Donc pour conclure, en se lançant sur de l'investissement pour des boosters, on définit bien à l'avance sa stratégie, on définit ses objectifs, quand est-ce qu'on veut revendre, son budget, sans faire de folie, parce que ça reste toujours un risque. Même si selon moi c'est moins risqué que d'autres investissements, ça reste un gros risque Pokémon. On n'est pas à l'abri que du jour au lendemain le marché s'effondre, même si moi personnellement j'y crois pas plus que ça. Je pense qu'il y aura... Alors, il peut y avoir des baisses, il peut y avoir des hausses, mais je pense pas que du jour au lendemain, des items, surtout sur du vintage, on passe sur des prix dérisoires. Mais en tout cas, on reste prudent là-dessus, on choisit bien sa série, et ensuite on choisit soit l'art set, ou bien on commande l'art qu'on préfère. Donc au niveau des quantités, c'est à vous de voir selon votre budget. Et surtout, on place pas trop d'attente sur des objets. C'est-à-dire, on part pas du principe que ce qui s'est passé par le passé va se faire. Par exemple, c'est pas parce que j'ai montré un booster qui a fait x26 je crois, qui a fait x26 en 7 ans, qu'aujourd'hui on achète un booster écarlate et violet sous blister, en 2032 on aura la même évolution. Non, ça je pense pas que ça sera le cas. Quand bien même ça serait le cas, ça sera une bonne surprise. Mais soyez plus modérés. C'est le but de la chaîne aussi, c'est de rapporter un peu de modération. Parce que moi je vois d'un côté des personnes archi pessimistes qui prédisent le pire pour Pokémon, l'effondrement juste à cause d'une série qui a un peu flop, et encore flop, c'est un grand mot, elle a surtout flop pour les scalpers. Et de l'autre côté des personnes qui prédisent des chiffres qui sont pas forcément tenables sur la durée. Il faut savoir que Pokémon, il y a de plus en plus de monde dessus, que c'est de plus en plus collectionné, de plus en plus gardé scellé, et à partir de là, il y a des miracles qui vont pas se reproduire, je pense. En tout cas, merci aux personnes qui sont restées jusqu'à maintenant. Pensez à mettre un petit commentaire, un like. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des séries à recommander. Moi justement, pour ma part, je sais que je vais sortir une vidéo sur des séries à conseiller pour un peu tous les budgets. Et puis il y aura d'autres types de vidéos. En tout cas, j'espère que ça vous a plu.